Hello! J'ai pratiqué des suivis de femmes enceintes pendant plusieurs années. J'ai régulièrement constaté que certaines personnes n'avaient pas effectué telle ou telle tâche, soit parce qu'elles n'avaient pas été informées, soit parce qu'elles avaient oublié. Ce qui se passe alors, c'est que ça peut rendre parfois le suivi de grossesse un peu plus compliqué. Par exemple, ne pas avoir son premier choix de maternité, ou alors le fait que la déclaration de grossesse n'a pas été faite. Ce qui peut se passer, c'est un retard à la prise en charge à 100%, ou alors un retard pour percevoir sa prime de naissance. Et donc l'idée de la vidéo est de vous dresser une checklist des choses à faire avant l'arrivée de bébé. Je vais faire la vidéo en deux parties. Donc première partie, tout ce qui est à faire sur le plan administratif, et la deuxième partie, tout ce qui est à faire sur le plan organisationnel. On voit ça tout de suite. Alors, première partie de la vidéo, tout ce qui va être checklist sur le plan administratif. Et donc la première chose à faire est de choisir qui va suivre votre grossesse. Grosso modo, en France, on a trois possibilités: le suivi par la sage-femme, le suivi par le médecin traitant ou le suivi par le gynéco. Alors, en ce qui concerne le suivi par la sage-femme, c'est en grande partie son cœur de métier. Et plus on pratique quelque chose en médecine, et plus on est compétent. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est que vous serez très bien suivi. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est que souvent, elle dispose de plus de temps, on a plus de possibilités d'échanges, de questions, d'interrogations. Donc c'est parfait pour les patientes qui aiment bien échanger. Pour ma première grossesse, personnellement, j'avais été suivie par une sage-femme et j'avais trouvé le suivi très bien. En revanche, ce qui m'avait manqué, c'est qu'elle n'avait pas d'appareil à échographie. Du coup, j'avais eu que les 3 échographies obligatoires et j'avoue que j'aurais souhaité un petit peu plus. Après, si c'est quelque chose auquel vous tenez, sachez que certaines sages-femmes sont équipées d'un appareil à écho. Après, ce qu'on peut dire, c'est que, par définition, une sage-femme est censée suivre les grossesses simples, les grossesses non pathologiques, les grossesses non associées à une maladie. Donc si vous avez des antécédents médicaux particuliers pathologiques, ça va pas être forcément le praticien qui va être le plus adapté. Ensuite, on va avoir le suivi par le médecin traitant, donc le médecin généraliste, pour ceux qui font des suivis de grossesse. Donc c'est pas le cas de tous, il faut leur poser la question. Alors l'avantage, c'est qu'il vous connaît bien, c'est qu'il connaît bien vos antécédents personnels, il connaît bien vos antécédents familiaux, vos autres problèmes de santé qui peuvent interférer avec la grossesse, et il y en a un paquet. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que du coup, la prise en charge, elle va être plus globale. On dit que la prise en charge, elle est transversale. Et enfin, on va voir le suivi réalisé par le gynécologue. Donc c'est particulièrement adapté, on l'a dit, si vous avez des antécédents médicaux lourds, ça va être dans ce cas le professionnel le plus à même à suivre votre grossesse. Moi, pour ma première grossesse, j'avais eu des complications, j'avais été hospitalisée, et donc du coup pour la deuxième grossesse, j'avais fait le choix d'être suivie par un gynéco. Et en plus, j'en avais choisi un avec un appareil à échographie, du coup j'avais mes échographies tous les mois, j'étais ravie. Alors si vous êtes suivi par un gynécologue hospitalier, moi je vous conseille d'être aussi suivi par une sage-femme en ville, ce que je n'ai pas fait pour cette troisième grossesse. Oui, les cordonniers, etc. J'avais été suivie que par la gynécologue de l'hôpital qui avait été super, une crème. Mais du coup, l'inconvénient, c'est quand on a voulu préparer ma sortie, ensuite de couche, on a voulu absolument que j'ai mon rendez-vous avec une sage-femme en visite à domicile, de prévu, de programmé, c'était un peu la condition. Et ça a été très galère de trouver un rendez-vous. Donc voilà, c'est plus simple si vous avez aussi un suivi avec une sage-femme pour cette raison-là. La deuxième chose à faire, voire la première si vous habitez dans une grande ville, c'est de choisir votre maternité. Si vous voulez avoir tous les choix, il faut s'y prendre très tôt. À Paris, parce que c'est le cas que je connais bien, il faut même s'y prendre dès que vous apprenez votre grossesse. Alors grosso modo, même s'il y a d'autres options, les deux grosses possibilités, ça va être hôpital, donc une structure plutôt publique, ou clinique, donc une structure plutôt privée. Les avantages, les inconvénients. Donc à l'hôpital, c'est public, et donc en théorie, il y a une prise en charge sur le plan financier réalisée par l'assurance maladie, alors qu'une clinique privée, il y aura souvent des dépassements. Il faudra se renseigner auprès de votre mutuelle à quelle hauteur ça va être pris en charge. Alors je parle des avantages et des inconvénients dans les deux cas, même si de plus en plus, ces dernières années, c'est plus aussi vrai, ça a tendance à se croiser. Alors les autres points de comparaison, c'est que dans le public, on va souvent avoir une structure qui va être beaucoup plus médicalisée, avec un gros plateau technique. C'est ce qu'on appelle des maternités souvent de niveau élevé, 3 pour certaines d'entre elles, et ça va être moins le cas dans les cliniques privées, ce qui fait que s'il y a une complication importante, il va y avoir un transfert qui va être organisé. Je sais que certaines préfèrent être déjà prises en charge dans une structure plus médicalisée s'il devait y avoir une complication. Et à contrario, même si encore une fois ça a tendance à être de moins en moins le cas, dans les cliniques, on va avoir plus souvent des structures type nature, type accouchement physiologique, avec des baignoires, des salles spéciales. Ce que moi, du coup, j'ai pas du tout eu dans la structure publique où j'ai accouché. Un autre point de comparaison public-privé, c'est que dans le privé, ou
Pareil, c'est de moins en moins le cas, mais dans le privé, on va avoir plus souvent la possibilité de choisir une chambre seule, une salle de bain privative. Par exemple, moi j'ai le souvenir que pour mes 2 premières, j'ai accouché, c'était pas le cas. Il y avait une salle de bain pour 30 personnes et j'avoue que ça c'était compliqué. Une autre raison pour laquelle les femmes peuvent faire le choix de la structure privée versus la structure publique, c'est que souvent, elles vont avoir affaire à un seul praticien qui va les suivre tout au long de la grossesse, dans la mesure du possible bien sûr, voire pour leur accouchement. Et ça peut être moins le cas dans le public. Encore une fois, pour mes 2 premières, j'avais une sage-femme différente à tous mes rendez-vous à l'hôpital. Encore une fois, c'était moins le cas pour mon 3e, alors que j'ai été suivie dans un hôpital bien public. Ça a toujours été la même praticienne qui m'a suivie, et en plus dès le début de la grossesse. C'est un peu pour ça que j'ai pas eu de suivi en parallèle en libéral. Et du coup, ça a été toujours la même praticienne qui m'a suivie du début à la fin, et qui était topissime. Franchement, j'ai adoré. Et en plus, toujours dans cette même structure hospitalière, ça a été rénové récemment, c'est le même hôpital où j'étais étudiante il y a 15 ans, donc depuis ça a été rénové, et depuis, il me semble, il n'y a que des chambres seules, donc j'ai même pas eu besoin à faire quoi que ce soit sur ce plan-là. En résumé, j'ai été prise en charge par une seule praticienne pour tous mes rendez-vous. J'ai eu une chambre seule avec une salle de bain privative et ça a été complètement pris en charge par la Sécu. J'ai déboursé 0 € de ma poche. Voilà, encore une fois, l'intérêt de bien être informé et au courant qu'il faut, si c'est quelque chose qui est important pour vous, faire une demande d'inscription très rapide en maternité dans certaines villes. J'ai le souvenir d'une patiente qui était dans son 6e mois, qui s'était toujours pas inscrite à la maternité. Résultat, les maternités les plus demandées n'avaient pas de place, n'avaient plus de place. Du coup, elle a été prise en charge dans une maternité qui était loin de chez elle. Et en plus, et ça c'est quelque chose qui l'avait marqué, où en suite de couche, l'hospitalisation se faisait dans des chambres triples. Donc elles étaient 3 par chambre, ce qui l'a beaucoup marqué et ce que je peux comprendre. Encore une fois, renseignez-vous pour faire cette démarche le plus tôt possible. Après, s'il y a des longs antécédents, les grosses maternités font de la place et souvent prennent les patientes en charge de toute façon. Alors, à l'inscription, très souvent, ils vont vous donner tous les rendez-vous jusqu'à la fin de la grossesse, y compris le rendez-vous pour la consultation d'anesthésie. Alors ça, c'est un tout petit point de vigilance que je vous donne. Pour mes 2 premières, ça, on me l'avait pas donné. Et donc j'ai dû faire la démarche moi-même pour prendre rendez-vous. Donc vérifiez que vous avez bien tous vos rendez-vous de programmés, et y compris la consultation d'anesthésie. Ensuite, très important, la déclaration de grossesse. Alors, comment ça se passe? Après la première écho, donc autour de 12 semaines d'aménorrhée, il y a une datation qui est faite, donc on a une date de début de grossesse, et ensuite vous avez jusqu'à 14, en France, vous avez jusqu'à 14 semaines d'aménorrhée pour déclarer votre grossesse. Il y a 2 façons de faire, donc la première c'est la façon électronique, donc c'est une télétransmission qui est réalisée par le praticien avec votre carte vitale, et il transmet automatiquement la déclaration de grossesse à la Sécu et à la CAF, et vous remet un papier comme quoi ça a été fait. Et la deuxième façon de faire, c'est la façon un peu plus à l'ancienne, la façon papier. Donc là, et ça c'est très important parce que c'est pas toujours expliqué, c'est à vous d'envoyer à la Sécu et à la CAF un feuillet pour chaque organisme, votre déclaration de grossesse. Pour mon 3e bébé, c'est une déclaration papier qui a été faite, et donc la praticienne qui me l'a faite me l'a remise, et dans ces cas-là, surtout à l'hôpital, ça peut aller très vite, on peut ne pas vous dire que c'est à vous de l'envoyer, et donc c'est important de le savoir. Encore une fois, j'ai vu des patientes qui ont fait ça avec leur gynéco, qui ont cru que c'était automatique, et qui ne l'ont pas fait. Et du coup, il y a eu un retard pour le 100%, pour la prime de naissance, etc. À l'issue de cette démarche, je pense que je l'ai assez répété, ça permet à la Sécu d'être informée, et donc du coup que vous puissiez bénéficier du suivi qui est prévu, du 100% à partir du 6e mois, et ça permet à la CAF d'être aussi informée. Donc concernant la CAF, ils reçoivent la déclaration et ils vous confirment par mail ou par courrier postal qu'ils l'ont bien reçue. Donc me concernant, j'ai envoyé à la CAF, donc par voie postale, ma déclaration de grossesse. J'ai vu que je l'avais envoyée le 14 août et ils m'ont confirmé l'avoir reçue le 26 août. Donc c'est plutôt allé assez vite. Et donc sur un courrier, ils m'ont expliqué donc du coup l'avoir bien reçue. Ils m'ont demandé de bien vérifier les informations dans la partie mon compte et que l'administration fiscale avait bien transmis mes revenus. Donc j'ai vu que ça avait été fait. Et à partir de là, tout était automatique jusqu'à la naissance, donc il n'y a plus rien à faire. Pour la prime de naissance, à 5 mois plein, il vous dit si vous y avez droit, et à 6 mois plein, il vous la verse. Ensuite, il faudra quand même pas oublier de déclarer la naissance. Et j'ai aussi noté, pour ceux que l'information intéresse, pour les allocations familiales, nous on ne l'a pas perçu le mois suivant la naissance, on a commencé à les percevoir le mois d'après.
Ça, c'est parce que moi, j'avais déjà un compte CAF. Si vous n'avez jamais eu de compte CAF, dans ces cas-là, je vous explique très clairement comment créer votre compte. Donc ça, c'est tout ce qui concernait la CAF. Ensuite, il va y avoir tout ce qui concerne la Sécu. Donc la Sécu, en général, on a déjà un compte. Pareil, ils vous confirment par courrier ou par mail qu'ils ont bien reçu votre déclaration de grossesse. Et ça va être important pour que vous puissiez toucher votre congé maternité. Et que vous puissiez donc être prise en charge à 100% à partir du 6e mois. Il faudra aussi bien penser à mettre à jour votre carte vitale à ce moment-là pour que l'info apparaisse sur votre carte vitale. À l'issue de votre déclaration de grossesse, ils vous fournissent également un calendrier. Ils appellent ça ma maternité mois après mois. Et donc ça va être tout ce qui va être prévu en termes de suivi concernant votre grossesse. Ensuite, formalité suivante, il va falloir déclarer votre grossesse à votre employeur. Donc comment ça se passe? Dans la majorité des cas, vous devez fournir précisément le document dont je viens de parler, donc ma maternité mois après mois, à votre employeur. Moi, ils avaient fait une erreur dessus, ils avaient dit que c'était un premier bébé. Bon, mais ça n'a pas posé problème parce que me concernant, mon employeur m'avait demandé directement la déclaration de grossesse rédigée par mon praticien. Ça peut être une deuxième façon de faire, donc vous verrez avec votre employeur ce qu'il vous demande. Soit le calendrier, ma maternité mois après mois, soit directement la déclaration de grossesse, rédigée par le praticien. Ensuite, il va être conseillé de commencer à se renseigner sur le mode de garde. Et notamment si vous êtes encore une fois dans une grande ville et si vous voulez faire garder votre enfant en crèche. Je vais prendre l'exemple de Paris parce que c'est l'exemple que je connais. On peut commencer à faire la demande d'inscription en crèche à partir du 6e mois de grossesse. Ensuite, ça va être aussi intéressant de bien se renseigner sur la tenue d'éventuelles réunions d'information à ce sujet. Moi, j'avais eu un problème avec mon mail. Ils avaient informé les parents par mail de la tenue de réunion, mais moi, je les avais pas reçus, les mails. Donc, c'était intéressant que je sache que ce genre de réunion existe, parce que du coup, c'est moi qui ai posé la question. C'est comme ça que j'ai su qu'il y en avait, et franchement, j'ai appris beaucoup de choses, des possibilités de garde que je ne connaissais pas. Et donc, du coup, je suis contente de ne pas avoir loupé le coche. Une autre chose intéressante à savoir, c'est que certains employeurs réservent des places en crèche pour leurs employés et s'alignent sur les tarifs des crèches municipales pour ces berceaux, pour ces places-là. Et donc n'hésitez pas à poser la question à votre employeur. Me concernant, c'est une possibilité qui existe, et donc du coup la démarche que j'avais à faire, c'est une demande sur un site spécial en ligne. Donc une autre chose très intéressante à savoir. Ensuite là, on va être un peu plus avancé dans la grossesse, il va falloir commencer à se renseigner sur les cours de préparation à l'accouchement. Alors encore une fois, différentes possibilités, soit ils vont être dispensés par l'hôpital ou la clinique où vous êtes suivi, soit ils vont être dispensés dans le libéral par la sage-femme qui vous suit. Pour ma première grossesse, j'avais suivi ces cours avec ma sage-femme. Pour ma 3e grossesse, alors voilà, encore une fois, c'est pour ça que c'est intéressant de savoir que ça existe parce que ça ne vous est pas systématiquement proposé. En tout cas, moi, pour ma 3e grossesse, on ne me l'a pas proposé, même si c'était dispensé par l'hôpital. Alors, je sais pas, peut-être qu'ils savaient que j'étais médecin et du coup, ils m'en ont pas parlé. Mais voilà, donc ne pas hésiter à se renseigner sur l'éventuelle possibilité de cours de préparation à l'accouchement, parce que c'est quand même très souvent le cas. En plus de ces cours de préparation à l'accouchement, il va aussi très souvent avoir la possibilité d'assister à des cours d'information générale sur plein de domaines de la grossesse, comme l'alimentation pendant la grossesse, comme le sport pendant la grossesse, comme le matériel recommandé pour l'arrivée de bébé. Alors je sais que c'était des cours qui étaient proposés dans la maternité où j'étais suivie. J'ai une copine, alors elle on lui en a parlé spontanément, qui avait aussi un planning très précis de cours sur ces sujets-là. Donc voilà, si ça ne vous est pas systématiquement proposé, n'hésitez pas à poser la question, est-ce que ce genre de cours existe où vous êtes suivi? Ensuite, dans le cas de couple non marié, il va falloir que le futur père fasse la reconnaissance anticipée du bébé. Donc si vous êtes marié et que vous voyez que c'est une des tâches à accomplir, vous n'avez pas besoin de le faire. C'est vraiment que dans le cas de couple non marié. Donc ensuite, on est toujours en fin de grossesse, encore une fois, bien vérifier que vous avez bien votre rendez-vous pour la consultation d'anesthésie. Quel que soit le mode d'accouchement que vous souhaitez, hein, c'est quelque chose qui est important. Et puis, ça y est, on y est, bébé est là. Donc je vous dis 2 mots rapides sur les tâches à accomplir après la naissance. Grosso modo, c'est déclarer la naissance à plein d'organismes. Alors quand vous ferez votre déclaration de naissance, en tout cas moi c'est comme ça que ça s'est passé, il y avait, la mairie avait fourni une liste de tous les organismes à prévenir. Alors une chose que souvent les praticiens vont pas souvent vous dire, mais ça peut être intéressant de se renseigner auprès de votre mutuelle si vous n'avez pas droit à une prime de naissance. C'était le cas avec ma première mutuelle que j'avais pour mes grandes, c'est pas le cas pour la mutuelle actuelle, mais en tout cas renseignez-vous, ça vaut franchement le coup, parce qu'on va pas vous courir après pour vous la verser. Je fais un petit aparté qui est a priori trop tard pour votre grossesse en cours, mais bon à savoir si vous avez des souhaits d'autres grossesses ultérieurement. Il y a des organismes de mutuelles qui prévoient des primes de naissance parfois assez conséquentes. Donc j'ai une copine qui avait eu une super grosse prime de naissance avec un groupe de mutuelles. Franchement, si vous n'êtes pas satisfait de votre mutuelle et que vous souhaitez en changer,
Franchement, ça peut être un truc intéressant à savoir. De la même manière, il va y avoir certains comités d'entreprise qui vont aussi proposer à leurs salariés une prime de naissance. Donc pareil, on va pas vous courir après pour vous rappeler vous avez droit à une prime de naissance. Ça, faut souvent directement leur poser la question. Et souvent, c'est une démarche à faire en ligne. Moi, je viens de le faire. Ensuite, il va aussi y avoir une possibilité, si vous en ressentez le besoin, de faire appel à certains organismes. Moi, c'est la PMI qui m'en avait parlé. D'aide à domicile, donc d'aide pour le ménage, d'aide pour le linge, pour le repassage, etc. Moyennant une petite participation financière de ce que j'ai compris, mais qui sera bien moindre que si vous faites appel directement à ces services dans une structure privée. Donc sachez que ça existe, voilà, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre PMI. Et enfin, pour finir, parce que je suis en plein dedans et que j'ai pas pensé à le faire plus tôt, et je m'en veux, c'est faire la demande pour les patientes qui sont concernées de carte de famille nombreuse. Donc en France, c'est à partir de 3 enfants. Et pourquoi je m'en veux? Parce que là, c'est la période de réservée pour les vacances d'été. Et pour les gens qui détiennent cette fameuse carte, il y a des réductions qui sont franchement très intéressantes si vous avez la carte. Sauf que cette carte demande un petit délai pour être réalisée. Et du coup, le temps d'obtenir cette carte, on va être beaucoup plus proche des vacances. Donc il y aura plein d'opportunités qui auront été prises. Donc sachez que c'est intéressant, si bébé est prévu au printemps, de faire cette demande le plus rapidement possible. Et donc ça va être tout pour tout ce qui va être démarche administrative concernant l'arrivée de bébé. Comme je vous l'ai dit, il y a une autre vidéo qui est prévue, ça va être tout ce qui va être conseillé de prévoir, mais cette fois-ci d'un point de vue organisationnel. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas la louper, si ce genre de contenu vous intéresse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt, bye!